Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé, me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais. Des laits de mes amis, plus une trace. D'autres gens, d'autres maisons, volé leur place. Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là. Et la maison, où est-elle, la maison où j'ai grandi? Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi. Où est ma maison? Qui sait où est ma maison? Où est ma maison? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer des activités pour stimuler cognitivement notre cerveau. Alors, au même titre que l'activité physique, d'avoir une saine alimentation ou un bon sommeil, demeurer actif cognitivement permet de préserver une bonne qualité de vie. Alors, en effet, exercice et ménage apportent plusieurs bienfaits et ça nous permet notamment de conserver et même d'améliorer certaines fonctions cognitives qu'on utilise au quotidien, comme par exemple notre mémoire, notre jugement, notre concentration. Ça permet aussi d'éviter ou même de retarder certaines maladies qui sont liées au vieillissement du cerveau, comme les pertes de mémoire. Enfin, ça permet aussi d'améliorer notre bien-être et notre estime de soi et de maintenir notre autonomie. Alors aujourd'hui, je vous propose une première activité qui permet de stimuler la mémoire et aussi nos capacités d'expression orale. Alors, je vous propose d'être seul ou à deux, de prendre une ancienne photo de votre album et d'échanger sur celle-ci.
Alors, vous pouvez en faire la description et nous raconter votre histoire. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Lise. Bonjour Lisanne. Bonjour Lise. Alors, on va faire l'activité aujourd'hui ensemble. Alors, je t'ai invitée à amener des photos, des anciennes photos. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? J'ai apporté une photo de 65, l'année 65. OK. C'était du temps des fêtes parce OK. que tout le monde est habillé avec un manteau de fourrure, un manteau. On voit que c'est le temps c'est l'hiver. OK. C'est la personne qui a pris la photo, je sais c'est qui, c'est mon petit cousin Roger, parce que mon père est à côté, on le voit pas. Ma mère est là avec son beau manteau de fourrure. Moi, avec mon petit manteau, le petit cousin est là. C'était dans un dépanneur, parce que les autres avaient un dépanneur à Saint-Tarticius. Alors, vous fêtiez les temps des fêtes On fêtait le temps dans des le fêtes. dépanneur? Oui. OK. Oui, c'était la maison de Roger. OK. OK. Et puis là, j'ai encore les mêmes cheveux que dans le temps. Je suis encore payée pareil. Un petit manteau noir avec un petit collet de visage. Tu avais à peu près quel âge sur cette Si photo-là? c'est en 65, je suis née en 47, j'ai 18 ans. OK. Bien sûr, des 47, 57, mais en tout cas, proche, 17-18 ans. Puis comment ça se passait là, dans le temps des fêtes, dans ta famille? C'était quoi vos coutumes ou comment? C'était le fun d'aller ailleurs parce que moi, j'étais fille unique. OK. Fait que des parties à Noël, il n'y en avait pas. OK. Puis mes parents étaient beaucoup plus âgés. Ils étaient âgés. Ma mère, je suis née au monde, ma mère avait 40 ans. Mhm. Ça fait que c'était le fun d'aller ailleurs, là. Les petits cousins qui avaient... ça dansait beaucoup, c'est des gros réveillons, Comment ça se passait justement dans la soirée? Vous aviez Ça les dansait. repas? Un Après repas, ça, ça dansait. Tout C'était beaucoup. le temps. Toi, y avait-tu une danse que tu préférais à ce moment-là? Dans ce temps-là, ils faisaient des quadrilles. OK. Hum. Ah. Mais des danses, oui, peut-être, mais c'était des quadrilles. OK. Ouais. Puis comment te sens-tu là en revoyant cette photo-là? Je trouve ça le fun parce que c'est juste un souvenir, là. C'est un bon souvenir parce que le temps des fêtes, c'était toujours joyeux, hein. Si on y allait, on n'avait pas d'auto chez nous. Ça fait qu'il fallait se faire conduire pour aller à cette place-là. Puis ça, c'était de quoi de le fun, là, parce qu'on... Je faisais pas ça, là, Ouais, moi, quand j'étais toute seule. C'était un événement spécial. joyeux. Oui, spécial. Super. Puis là, je revois ma mère. Hein. Toutes les personnes qu'il y a là, à part moi, là, c'est toutes des personnes qui sont plus là. Même le photographe, là, ils sont plus là. C'est des personnes décédées. Mais c'est le fun à se rappeler ça. C'était tout petit, la cuisine de ça, parce que c'était une petite partie de la maison. Puis le dépanneur était tout au fond. Là. OK. Mm. OK, c'était comme dans une pièce arrière. Oui. Ou, Oui. super. Ben merci beaucoup, Lise, pour ton partage. Un petit bout de ton histoire. C'est très agréable. Alors, je vous propose aussi d'autres alternatives à cette activité-là que vous pouvez faire, par exemple, avec une ancienne chanson. Vous pouvez aussi le faire selon des thèmes différents. Vous pouvez parler avec votre ami de votre premier travail, de votre premier voyage. Alors, tout ça, des activités qui visent vraiment à stimuler votre mémoire et à raconter votre histoire. Alors, cet exercice-là permet de revivre des événements agréables et aussi de partager des bons moments avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Paquette Coulombe. J'ai 77 ans et demi, alors ayez pas peur, là. Je demeure à Grosse-Roche depuis 25 ans. Ma passion, c'est la couture. Écoute, j'avais des enfants et je faisais des vêtements pour mes enfants. J'ai suivi un cours de couture dans le temps que j'étais à Québec, là. Puis j'ai toujours été en amour avec ça. J'ai été longtemps sans coudre.
Mais quand je suis revenue, quand me suis emmenée à Grosse-Roche, je me suis inscrite pour travailler aux ateliers Léopold Desrosiers. J'ai travaillé là 7 ans à faire de la grosse couture. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit « Wow, là, je m'achète des machines et je couds. Je fais du bénévolat dans la couture. J'ai 32 sièges à faire pour l'âge d'or bénévolement. Et puis, j'adore ça, les sièges de skidoo, les sièges de moto, des pantalons à couper, autant un comme l'autre. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'a apporté une veste de fille, une veste d'enfant que le chien avait mangé la manche. Alors, j'ai refait la manche, pareil les deux côtés. La petite veste était neuve. On m'apporte des bottines à coudre. Des fois, la langue est arrachée. Je fais à peu près n'importe quoi dans la couture, tout ce qui se fait. Habituellement, 8h, 8h30, je suis dans ma salle de couture. Je remonte midi, midi et demi, 1h. Et puis l'après-midi, je m'en vais dehors. Je vais soit faire du bénévolat, comme mercredi prochain, je monte à Rimouski pour du bénévolat. Fait que j'adore et j'adore tout ce que je fais. Mes sièges de moto, mes sièges de skidoo, c'est vraiment ce que j'aime encore le plus faire. La première fois qu'on m'a apporté un siège, j'ai dit « Wow! Regarde, pourquoi eux autres l'ont fait, pourquoi moi je ne le ferais pas? » Fait que j'étais tellement fière, là, je l'ai mis sur Facebook, je le montrais à tout le monde, puis j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Le monde m'apporte ça, puis j'ai pas... Je dirais pas, oh non, je suis fatiguée, je fais pas ça. Non, 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 j'aime ça, c'est de mon cœur, là. T'sais, fait que je suis passionnée pour toute la couture, tout ce que je fais. C'est pas pour rien que je suis organisée avec tout ça, là. On me demande souvent le mot ergothérapeute, ça veut dire quoi? Bien, les origines du mot ergo en grec, ça vient du mot travail ou occupation. Donc, ergothérapeute, thérapie par le travail, thérapie par l'occupation. On est dans le fond des spécialistes de l'activité. On analyse les activités, on peut toutes les décrire, les composantes, puis on sait aussi comment les prescrire aux gens. Alors, si on regarde une activité en particulier, c'est facile parfois, on peut regarder les activités sportives qui ont des composantes physiques. La danse aussi, ça a des composantes physiques, mais des fois, on force avec nos mains, on pétrit la pâte à tarte, on fait de la menuiserie, on utilise aussi les mouvements de dextérité fine avec nos doigts quand on fait de la couture, quand on tricote. Il y a aussi des composantes affectives aux activités, lorsqu'on flatte notre animal de compagnie, lorsqu'on écrit une lettre à un proche qu'on va vraiment poster par la poste, lorsqu'on parle au téléphone, on regarde des photos de famille. Il y a des aspects sociaux aux activités, lorsqu'on joue aux cartes avec des amis, lorsqu'on joue aux jeux de société avec des groupes. Mais il y a aussi des composantes cognitives. Les composantes cognitives, c'est notre mémoire, c'est nos fonctions, notre mémoire, notre attention. Alors, la plupart des activités ont toutes des composantes cognitives. Les plus simples, je pourrais vous dire, si on peut parler du balayage visuel, lorsqu'on conduit notre vélo, lorsqu'on conduit notre auto, qu'on fait des mots mystères, lorsqu'on joue au sudoku, toutes ces choses-là demandent du balayage visuel. On peut dire aussi, on peut travailler parfois la mémoire prospective lorsqu'on fait notre liste d'épicerie pour la semaine, on planifie nos médicaments pour la semaine. Mais il y a des fonctions encore plus complexes, les fonctions exécutives. Et là, ça devient plus compliqué. Quand on a une démence ou quand on a des problèmes cognitifs, c'est là qu'on perd souvent en premier. On a de la difficulté à faire des nouveaux apprentissages. Les situations nouvelles sont difficiles. Et à ce moment-là, il faut rester plus dans notre quotidien, dans notre routine. Et de cette façon-là, on va rester plus sécuritaire à la maison.
Mais si on veut les travailler, nos fonctions exécutives pour rajeunir notre cerveau, on peut essayer des choses comme nouvelles. Connaissez-vous le défi 30 jours? Le défi 30 jours, c'est pas très compliqué, c'est d'essayer quelque chose de nouveau pendant 1 mois. Alors, je vous donne des idées. On peut essayer le yoga pendant 1 mois, faire de la méditation. Si vous êtes un petit peu techno, essayez de mettre des podcasts sur votre tablette ou sur votre téléphone cellulaire et écoutez un podcast à chaque jour. Il y a toutes sortes de sujets. Moi, j'en ai écouté sur la rage, les mouches à feu. Vous pouvez écouter sur les maladies, la religion, n'importe quoi, quel que soit vos intérêts. Vous pouvez faire des mots mystères, des choses simples comme des casse-têtes, des mots croisés. Vous pouvez décider de dire à quelqu'un bonjour ou faire un sourire à un inconnu quand vous prenez votre marche. Et voyez qu'est-ce que ça fait comme effet. Faites-vous livrer des boîtes repas. Vous allez essayer des nouveaux ingrédients, des nouvelles recettes. Essayez de jouer un instrument de musique ou ouvrez le dictionnaire, regardez un nouveau mot par jour, apprenez-le, utilisez-le. Vous pouvez aussi être créatif. Vous pouvez aller au magasin à aubaine et tout prendre les choses pour faire de la peinture, pour faire un petit tableau. Vous pouvez aller dans les ventes de garage, prenez un objet insolite ou n'importe quoi, transformez-le, mettez-le dans votre décor. Donc, restez en activité pour prévenir le déconditionnement, qu'il soit cognitif, affectif, social, intellectuel. Je vous souhaite des beaux moments passés avec vous-même, avec d'autres, avec votre livre, avec votre tablette, puis restez en occupation et en bonne santé. Tout village a une histoire cachée. Quelque chose qui ne se voit pas lorsqu'on ne fait que passer. Un élément déclencheur, un instant fondateur qui est passé inaperçu parce que l'histoire n'a pas toujours assez de mémoire puis qu'elle n'a pas tout gardé. C'est d'une histoire comme celle-ci dont je veux vous parler aujourd'hui parce qu'il arrive parfois qu'un sursaut de mémoire émerge et se laisse raconter. Mais ces vestiges du passé n'arrivent pas toujours intacts. Et j'ai dû en remplir quelques passages pour donner un peu de crédibilité à l'imaginaire. Nous sommes en 1856 et ce qu'allait devenir Sainte-Félicité verra le passage d'un certain Émilien, dont le nom de famille m'échappe, mais qui était un trappeur, assez mauvais d'ailleurs, qui était parti de Montréal à la hâte pour fuir une dette de jeu et un mari jaloux. Il se fait engager sur la Allen Line, qui commençait à faire les premiers voyages continus entre Montréal et Liverpool. Ils avaient besoin de monde, donc facilement, il se fait engager avant de se faire attraper et prendre le large. Durant la traversée, dès le début, il fraternise avec les membres de l'équipage et un bon soir, avec un petit verre et les mécaniciens, tout ça, on décide de jouer une partie de cartes. Chance ou triche, je ne saurais pas vous dire, mais Émilien a fini les poches pleines. L'histoire aurait pu rester comme ça, mais l'équipage, lui, l'a pas entendu ainsi. Ce qui fait qu'un bon matin, il s'est fait prendre par le collet et on s'apprêtait à le mettre sur une chaloupe pour se débarrasser de lui. Lui, il n'avait rien, mais il a dit d'un coup, « il dit, laissez-moi prendre mes affaires », et il ramasse en passant une caisse, on le met dans la chaloupe, quelques vivres, puis bon débarras. On l'a largué juste au large d'ici, Pointe-au-Massacre. Avec un nom comme ça, c'est sûr et certain que le drame devait arriver. Le gars, ce n'est pas un navigateur, il est dans une petite chaloupe, il y a du courant, des vagues, il fait froid, finit par chavirer, tombe à l'eau et il s'accroche à sa pauvre caisse et dérive tranquillement. Le froid, la fatigue commence à avoir raison de lui et en tombant à l'eau, il se fait attraper. Une main la grippe, puis il se fait tirer. Et c'est Rosalie Tremblay, la fille du sieur Pierre Tremblay, qui possède la majorité des terres du secteur de Pointe-au-Massacre. Fait que rapidement, on emmène l'homme vers la maison, on le sèche, on le réchauffe, on le nourrit un peu. Et une fois remis de ses émotions, il leur invente une histoire comme quoi il était marchand et qu'on lui aurait volé sa cargaison en le mettant par-dessus bord, tout simplement. En échange de son hospitalité, Émilien a commencé à travailler pour le sieur Tremblay, un peu au champ, puis un peu au quai, puis l'aider pour payer un petit peu son hébergement. Mais à force de fréquenter la belle Rosalie, celle qui lui avait sauvé la vie, il s'est attaché. Et un bon soir, par surprise,
il demande la fille du sieur Tremblay en mariage, pendant le souper. Wow! Le sieur Tremblay n'était pas chaud à donner sa fille en mariage à quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment. C'est que pour se débarrasser de la question, il dit tout simplement, « Ben, tu vas avoir ma fille en mariage s'il y a une église qui se bâtit sur mes terres. » Le débat était déjà enclenché à propos de l'église. Une demande avait été déposée, une requête avait été signée par 5 personnes, les 5 qui pouvaient probablement savoir écrire à ce moment-là. Mais il y avait déjà 373 habitants qui demeuraient dans le coin. Et on avait fait la demande pour avoir une église à Longue-Pointe, où la majorité des habitants s'étaient installés. Fait que pour Émilien, ça voulait tout simplement dire un refus net. D'autant plus que le curé de Matane avait donné son aval à la demande des citoyens de Longue-Pointe. Monseigneur Baillargeon, l'administrateur de l'archidiocèse de Québec, était déjà venu visiter Pointe-au-Massacre et il avait dit qu'il avait trouvé l'endroit un peu charmant. Émilien a une idée. Il prend sa caisse de vin et sans faire ni une ni deux, il s'en va à Matane voir l'administrateur de la mission Saint-Denis qui s'occupe de la mission à Sainte-Félicité ici. Il se fait présenter comme étant un vendeur de vin de messe et qu'il voulait lui en proposer et faire une dégustation avec lui. 1, 2, 3 bouteilles plus tard, l'administrateur et Émilien sont les meilleurs amis du monde et on conclut la chose avec une partie de cartes. Chance ou triche, je ne saurais pas vous dire là non plus. Mais Émilien y est reparti avec un avis des citoyens qui déconseillaient le site de Pointe-au-Massacre parce qu'on disait que c'était pas propice à la construction. Et en plus, la promesse de rappeler à Monseigneur Baillargeon la beauté du site de Pointe-au-Massacre. Quelque temps plus tard, quelle ne fut pas la stupéfaction des habitants de Longue-Pointe de se faire dire par décret de Monseigneur Baillargeon que le site de la première chapelle serait à Pointe-au-Massacre. Imaginez-vous la stupeur de sieur Tremblay. Mais une promesse est une promesse. Le sieur Tremblay a donné sa fille à Émilien. Mais les noces n'étaient pas encore prononcées. Et durant l'hiver qui a suivi, Rosalie est tombée malade, puis elle est morte. Et là, Émilien s'en est pas remis. Il s'en est allé à Pointe-au-Massacre et s'est installé là pour pleurer, pleurer, pleurer. Tellement que le sol est devenu glaiseux. Et quand est venu le temps de construire la première chapelle, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau de la structure des fondations. Et toutes les restaurations qui ont été faites par la suite ont dû tenir compte de ça, tellement que l'église actuelle doit reposer sur des pieux d'acier très profondément enfoncés dans la glaise pour stabiliser sa structure. C'est un peu l'histoire de la fondation de cette première chapelle et de la paroisse de Sainte-Félicité. Au tico 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 tac, c'est tico tico, mais mon cœur tout en émac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous, les amoureux se pistent dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je pars et ne reviens qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à ton coucou, les autres m'enouent, à qui il est gentil et charmant mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle, il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, on dirait que mon cœur fait croc, tico 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 tac. Tico 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 tac, c'est tico tico, mais mon cœur tout en émac. Et lorsqu'il dit coucou,
dirait mes fous, les amoureux se fistolent dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je parraine bien qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à ton coucou, les autres m'en à qui les gentils et charmants, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon petit est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh oh, j'entends mon petit Tico qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, oh, on dirait que mon cœur fait crac. Tico, 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 tac. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.